Je remercie déjà Monsieur Christophe de Gruel, donc, qui est président d'Aglopolis, donc, qui est la communauté d'agglomération de Blois, de s'être rendu disponible pour cette matinée. Donc, vous êtes président depuis 2018. 2008. Vous êtes aussi conseiller municipal de Blois. Donc, la communauté d'agglo de Blois, enfin de Aglopolis, pour situer un peu les gens, c'est 43 communes, à peu près 100 000 habitants. Blois, donc, est la commune principale, qui a à peu près 49 000 habitants. Donc, voilà, c'est un territoire assez rural, traversé par la Loire. Et quand on a cherché des exemples de stratégies d'adaptation en France vraiment exemplaires, on est tombé sur votre cas. On voulait absolument avoir votre présentation, enfin que vous nous présentiez votre quartier, enfin ce site exceptionnel. C'est un projet d'aménagement qui se situe sur le secteur de la Bouillie. Ça concerne 3 communes, ce secteur. C'est un projet qui a débuté il y a longtemps. On voulait savoir pourquoi ce site. Et puis voilà, que vous nous expliquiez un peu les acteurs qui ont été associés à ce projet. Et puis petit à petit, je vous poserai des questions au fur et à mesure de la discussion. Parfait, merci. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez bien? Excusez-moi, j'ai oublié de présenter Vanessa. Voilà. Bonjour. Qui nous a beaucoup aidé à préparer cette intervention, donc qui est chef de projet du secteur de la Bouillie et qui travaille pour la communauté d'agglomération. Voilà, j'ai tout. Vous pouvez y aller. Donc vous m'entendez bien? Oui, nickel. Parfaitement. Donc, ravi d'être à vos côtés. Donc, effectivement, je préside la communauté d'agglomération depuis 2008. Donc, ça fait bien 15 ans et c'est mon 3e mandat. Et c'est important, ça a été évoqué tout à l'heure, la question temporelle et la question de la durée. Il ne peut pas y avoir de stratégie d'adaptation sans une vision, j'allais dire, au moins de moyen terme et en tout cas très clairement qui enjambe la durée des mandats municipaux. Voilà. Et par rapport à votre présentation et au débat que j'ai entendu dans la première partie, je voudrais aussi signaler que je préside le syndicat qui gère notre SCOT, donc à l'échelle de 3 autres intercommunalités, et que nous sommes évidemment confrontés au dossier GEMAPI de manière assez forte, puisque notre ville, notre agglomération est traversée par la Loire et que la question des digues de Loire est un sujet majeur pour nous. Et nous avons décidé avec les 5 autres intercommunalités du Val-de-Loire de transférer non pas la compétence, puisque ça, ce n'est pas possible, contrairement à ce qui a été dit précédemment, mais nous avons décidé de transférer la gestion de cette compétence à l'établissement public Loire. Donc, voilà les éléments de contexte. Alors, le dossier de la Bouillie, moi, je vais insister, j'allais dire, essentiellement sur la dimension politique des choses. Ça a été dit également, c'est un dossier très, très sensible partout en France, que ce soit sur le littoral ou le long des fleuves et des rivières. Et puis, avec Vanessa, on va essayer de faire un duo pour compléter la dimension politique et la dimension plus technique, juridique et financière. Cette opération est ancienne, elle date de 2005. À l'époque, moi, j'étais conseiller municipal d'opposition. Voilà. Et la présidente de l'agglomération de l'époque, c'est l'ancienne ministre en charge de la cohésion des territoires, Jacqueline Gouraud, mais qui n'était pas une élue de Blois. Et donc, en 2005, sous la pression amicale des services de l'État, il y a une volonté de désurbaniser un quartier, le Glacis, dans un ensemble plus large de la Bouillie, parce qu'au fil des ans, et notamment après-guerre, des constructions avaient eu lieu sans autorisation. Et c'était un quartier où il y avait une vraie qualité de vie, où beaucoup de gens avaient construit ou agrandi leur maison, et c'était vraiment un petit paradis. Et quand la décision a été prise de mettre en place cette désurbanisation, donc à cheval sur 3 communes, mais l'essentiel étant sur Blois, il y a eu un traumatisme très très fort. Ça a été très violent sur le plan politique parce que les gens ne comprenaient pas.
Pourquoi les gens ne comprenaient pas? Tout simplement parce que la mémoire du fleuve, la mémoire de l'inondation était complètement oubliée. Et la question de la mémoire, elle est fondamentale. Tout à l'heure, j'essaierai de faire une petite synthèse sur la question temporelle, mais la question de la mémoire de longue durée et de la mémoire des événements catastrophiques était complètement oubliée, puisque les grandes crues centenales dataient plutôt de 1860. Et donc, quand l'opération de désurbanisation a été programmée, le premier choix qui a été fait à l'échelle de la communauté d'agglomération, ça a été de prendre la compétence. La DDT a beaucoup poussé, il faut que ce soit les élus et le PCI qui s'en chargent. Et le choix des élus a été de dire, bah oui, on prend la compétence et on assume. Et donc, de 2005, date de lancement de l'opération, jusqu'aux élections municipales de 2008, les élus en charge du dossier, vous me pardonnerez l'expression, en ont pris plein la gueule de la part des habitants. Et nous qui étions dans l'opposition, nous avons eu la sagesse de ne pas trop nous en mêler, parce que intuitivement, même si nous n'avions pas connaissance de toutes les études techniques, nous nous étions placés dans la posture de dire, si on gagne en 2008, il faudra bien que sur la ville de Blois et sur l'agglomération, on assume cette responsabilité. Et donc, nos opposants de l'époque, qui étaient en responsabilité pendant 3 ans, ont vraiment subi de la part des habitants énormément de critiques, de pression, parce que ce qui se disait, avec cette absence de mémoire, c'était on nous expulse parce qu'il y a une opération immobilière, il y a des enjeux financiers derrière terribles, et en gros, on veut détruire nos petites maisons pour construire des résidences de standing sur pilotis. Et pendant 3 ans, c'est vraiment ce qui s'est passé, malgré les études de l'État, malgré les éléments objectifs qui étaient proposés. Et donc, moi, je mets en garde toutes les personnes qui assistent au webinaire, qui soient élus ou techniciens, sur la dimension politique très, très sensible. On bascule très, très vite dans l'irrationnel. Vous êtes dans un département, la Gironde, où l'immeuble Le Signal a beaucoup aussi focalisé des appréhensions purement émotionnelles. Donc cette dimension sensible, émotionnelle et politique est majeure quand on s'intéresse à une opération de désurbanisation. En 2008, quand nous avons reconquis la ville de Blois et pris la présidence de la communauté d'agglomération, on a eu une première réunion, donc au mois de juin 2008, où là, c'est nous qui en avons pris plein la tête, parce que tous les gens qui combattaient le projet et qui nous avaient plutôt aidés, objectivement, dans les municipales de 2008, pensaient qu'on allait arrêter les choses. Et on leur a dit, écoutez, on n'a jamais dit qu'on allait arrêter, l'importance de la parole politique, mais les études dont on a maintenant la pleine connaissance nous font dire qu'il faut y aller. Il faut désurbaniser ce projet. La procédure juridique qui avait été retenue à l'époque, donc c'était une ZAD, et là encore la dimension symbolique elle est importante puisque dans le grand public l'acronyme ZAD n'était pas connu. On était bien non pas zone à défendre, mais zone d'aménagement différé. Et je pense qu'aujourd'hui, si on met en place une ZAD dans le grand public, c'est pas l'outil d'urbanisme, de planification qui va être reconnu par le public, mais c'est plutôt l'acronyme de Notre-Dame-des-Landes. Donc voilà, le combat politique, le combat symbolique, il est très important. Donc nous sommes inscrits dans cette perspective et les acquisitions se sont faites au fil de l'eau. Il n'y a jamais eu d'expropriation. Toutes les acquisitions se sont faites à l'amiable avec une aide financière importante de l'État avec le fonds Barnier, avec une ingénierie d'accompagnement social qui s'inspirait de ce que nous avions vécu dans les quartiers politiques de la ville pour accompagner les personnes qui perdaient leurs biens. Donc voilà, financement, accompagnement social, clarté politique, pour que les choses puissent se dérouler sur le moyen terme. Et d'une certaine manière, nous avons aussi été aidés par la tempête Xynthia,
puisque quand la tempête Xynthia a eu lieu, on a accueilli à Blois des journalistes de toute la France et de l'étranger, puisque le cabinet de Jean-Louis Borloo, qui était à l'époque en responsabilité, qui était très interpellé par Xynthia, leur disait allez voir à Blois une opération de désurbanisation préventive et non pas curative est possible. Et le fait d'avoir eu pendant plusieurs mois énormément de journalistes qui venaient, ça nous a aussi permis localement d'expliquer, qu'il fallait y aller parce que le risque, il n'était pas sur la centaine de maisons d'habitation et d'entreprises qui étaient dans le déversoir, mais que c'était l'enjeu des 4 ou 5 000 habitants du quartier dit de Vienne, en rive sud de Blois, et que oui, il y avait un vrai motif d'intérêt général, d'intérêt public. Donc, le projet s'est déroulé, la ZAD est terminée, quasiment tout est acquis, et on peut maintenant avoir une vision globale des choses. Et parallèlement à cette question de la désurbanisation, nous avions été lauréats en 2013 de l'appel à projet du ministère de la Transition écologique sur les plans paysages. Et donc, il y a eu ce mix, en quelque sorte, de plan paysage, enfin, désurbanisation et plan paysage. Et dans le cadre du plan paysage, il y a eu une des propositions du paysagiste conseil de mettre en place ce qu'il avait baptisé un PANU, un parc agricole naturel urbain qui structure toute la rive sud et qui englobe l'opération du glacis de la Bouillie. Et ça, c'est très important parce qu'il faut, j'allais dire, être capable de proposer aux habitants du quartier concerné, mais globalement aux habitants de la ville et de l'agglomération, une vision du territoire. Donc voilà de manière un petit peu factuelle comment les choses se sont passées. Et les leçons que j'en tire, elles sont de 4 ordres. Alors, je crois qu'elles vont rejoindre en partie ce qui a été évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a 4 paramètres sur lesquels les décideurs, les élus en première ligne, doivent réfléchir. Le premier facteur, c'est la question temporelle. Quand on se lance dans une opération comme ça, il y a le avant, le pendant et le après. Et il faut se poser la question du avant, comment je sensibilise, le pendant, comment je gère la désurbanisation, et le après, qu'est-ce que je propose en sortie. Bon. Cette question temporelle, elle est fondamentale et bien évidemment, comme vous l'avez dit, il faut voir au-delà d'un mandat. Vous voyez, cette opération, elle est partie en 2005. Nous, c'est notre 3e mandat et on n'a pas tout à fait fini. Donc, la question temporelle, il faut vraiment s'en emparer. La deuxième question, le deuxième concept dont il faut s'emparer également, c'est la question spatiale. Parce que quand on est sur une opération de désurbanisation, là aussi, il faut élargir, il faut dézoomer. C'est-à-dire qu'il y a le périmètre de la désurbanisation, il y a les accroches, évidemment, et puis il y a globalement toute la partie du territoire potentiellement concernée. Donc là encore, sur la partie spatiale, il ne faut pas se focaliser simplement sur le site à traiter, mais il faut bien avoir une vision élargie à l'échelle des communes concernées et à l'échelle de l'agglomération. Le 4e concept dont il faut s'emparer, c'est le concept du conflit. Alors le conflit, je l'ai évoqué au début, il y a du conflit politique. Il y a du conflit politique avec les habitants concernés, il y a du conflit politique avec les entreprises concernées, il y a du conflit politique avec les habitants des autres quartiers qui se sentent solidaires et qui n'ont pas forcément compris l'enjeu global, et un élu qui déciderait de se lancer dans une opération, j'allais dire, de ce type de désurbanisation pour lutter contre les risques d'inondation, et qui n'intégrerait pas dès le début qu'il y a un conflit. Alors, un conflit plus ou moins violent, un conflit plus ou moins larvé, un conflit de plus ou moins forte intensité, il aura des déconvenus. Et donc, intégrer dans sa réflexion cette idée du conflit pour être le maximum là dans la prévention, c'est quelque chose de nécessaire. Et le 4e concept,
c'est la question du récit. C'est-à-dire, à un moment donné, quand je prends la décision de désurbaniser, c'est bien pour construire la ville de demain. Alors, une ville renaturée, une ville plus proche des éléments naturels, mais il faut être en capacité de construire ce récit. S'il n'y a pas de construction du récit et qu'on reste focalisé sur « Ah, eh ben, il faut détruire les maisons parce que pour des questions de sécurité, c'est indispensable », il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Et cette question du récit, nous, elle a pris forme, j'allais dire, à la fois grâce à notre plan paysage et à notre volonté donc du parc agricole naturel urbain, mais globalement, cette question du récit, et là, ça renvoie aux responsabilités spécifiques des EPCI, elle prend part dans notre projet de territoire. Quand nous avons élaboré notre projet de territoire à l'échelle de l'EPCI, normalement obligatoire pour tous les EPCI, la question de la nature et de la relation, j'allais dire, à un territoire très très marqué par les éléments naturels, la Loire, les grandes forêts domaniales, était un élément fort. Et comment dirais-je, le titre de notre projet de territoire avait été de dire Blois Aglopolis, la cité-jardin du 21e siècle. Alors pourquoi ce choix ? La cité-jardin, parce que dans mon esprit, ça renvoyait au travail très important mené pendant l'entre-deux-guerres en région parisienne, essentiellement par le président du conseil général de l'époque, avec les cités-jardins. Donc j'avais envie de mettre en avant ce concept. Le jardin de la France, c'est aussi l'appellation qu'on donne au Val-de-Loire. Et puis le 21e siècle, pour dire très clairement, oui, il y a des enjeux aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'au 20e et qu'au 19e siècle. Et puis, comme on est toujours dans la construction d'un récit, là, on va travailler à notre prochain projet de territoire. Et j'aurais envie de mettre en avant non plus le concept de cité-jardin parce qu'il n'a pas pris, il était trop complexe, mais de reprendre une expression que la Datar, dans les années 70, avait retenue pour le Val-de-Loire entre Orléans, Blois et Tours, c'est-à-dire le concept de métropole-jardin. Alors, il y a un côté oxymore en jouant sur métropole, jardin, mais c'était bien notre volonté de dire, voilà, on est une unité urbaine de 110 000 habitants, entre deux métropoles, Tours et Orléans, on est le jardin de la France, on a une relation au fleuve qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO important, et donc on a besoin d'un récit. Donc voilà, comment, d'un point de vue de l'élu, sans rentrer trop dans les détails, on a essayé de gérer les choses, je le redis, avec 4 concepts qu'il est très important de maîtriser, le concept temporel, le concept spatial, la question du conflit et la question du récit. Voilà le témoignage que je peux vous apporter sur ce dossier. Alors, ce qui m'a aidé, j'allais dire, dans la conduite de cette opération, c'est que pendant 17 ans, de 2002 à 2017, j'ai enseigné à l'École nationale de la nature et du paysage qui forme des paysagistes. Donc, j'avais à la fois, j'allais dire, la pression du quotidien sur la gestion de ce dossier et la capacité d'essayer de prendre un petit peu du recul et de conceptualiser par rapport aux étudiants paysagistes. Voilà. Et je voulais juste revenir sur justement ce rapport avec les habitants, les chefs d'entreprise qui étaient sur ce secteur-là. En fait, ça a duré combien de temps, le temps de négocier avec les gens, de récupérer... Alors, ça a été une temporalité, j'allais dire, différente, parce que, on va dire, de 2005 pendant 10 ans à peu près, il a fallu énormément expliquer. Et après, il y avait un effet domino. C'est-à-dire que quand certaines personnes voyaient que leurs voisins avaient vendu, que la maison avait été détruite, ils se disaient, bon, il faut qu'on vende, on va y aller, on va partir. Mais vraiment, quasiment 10 ans d'explication quotidienne et avec cet effet domino. C'est-à-dire que si on pouvait, Vanessa, remettre la photo du site qui a été désurbanisé, il était très grand et il était, j'allais dire, très qualitatif. Donc voilà, il a fallu expliquer, toujours expliquer.
avec un double travail. Et je vais demander à Vanessa de donner sa vision, parce que Vanessa, elle a une vision plus technique, et puis surtout, elle est arrivée en 2019, donc elle a vu la fin. Mais sur ce type de dossier de désurbanisation, s'il n'y a pas un double portage, un portage politique et un portage technique, ça se termine dans le mur. Ouais. Oui, j'imagine que l'équipe technique a dû être beaucoup mobilisée, du coup, pour aller voir les habitants, expliquer, il y a dû y avoir des réunions publiques, enfin, voilà. toutes ces démarches-là. Énormément de réunions publiques, et puis je vous dis, avec des agents qui avaient été qui avaient exercé leurs premières compétences sur les opérations de désurbanisation des quartiers politiques de la ville, qui sont venus en renfort pour expliquer aux gens et puis pour les accompagner, parce qu'en réalité, c'est un travail de deuil. Et ce travail de deuil, il nécessite un accompagnement social qui n'est pas que financier. Et vraiment, là, je le dis à tous les participants au webinaire, c'est un travail très, très sensible, hein, parce que la question de la mémoire de l'accident, elle n'existe plus. Ouais. Et dans le cadre de l'opération de réaménagement, donc sur un quartier beaucoup plus vaste, on va réintroduire des éléments destinés à entretenir la mémoire des grandes inondations du 19e siècle. Mmh. D'accord. Vanessa. Peut-être juste en complément, alors même au-delà des réunions publiques, il y a eu un accompagnement même individuel, puisqu'il y a eu vraiment des rendez-vous avec les particuliers concernés, avec les entreprises, donc, qui ont été menés par une équipe à la fois composée de personnes du service de l'urbanisme, de personnes effectivement redéployées qui avaient suivi le PRU, comme l'a dit Monsieur de Gruel, et pour l'aspect vraiment pédagogique du service en charge de la prévention du risque d'inondation, pour bien expliquer les risques qui étaient présents sur le site pour les habitants. D'accord. Et par rapport au financement, vous disiez que c'était donc il y avait une grosse part de fonds du fonds Barnier, donc qui vous avait permis de racheter le bâti et de faire toute cette opération-là. Est-ce que vous avez eu d'autres financements? Alors on voit sur l'image qu'il y a des montants. Non, il y a eu le fonds Barnier. Il n'y aurait pas eu le fonds Barnier, on n'aurait pas pu mener l'opération dans ces conditions. Ça, c'est très clair. Nous avons, sur le budget de l'agglomération, rajouté un certain nombre de sommes pour les acquisitions. Et puis, sur le budget du centre d'action sociale, puisque nous avons aussi un centre d'action sociale intercommunal, nous avons, sur certains cas, rajouté, parce que la particularité de ce marché immobilier, c'est qu'en réalité, il était très qualitatif. Et toutes les personnes, mais alors là aussi, on rentre dans le débat des économistes bien connus, valeur d'usage, valeur d'échange. Les gens étaient bien conscients que, avec, par exemple, je sais pas, les 100 000 euros que le bien avait pu être évalué, ils n'allaient jamais retrouver le même environnement. Et donc, on a essayé, avec le budget du CIAS, d'accorder des rallonges pour que les personnes puissent, j'allais dire, se reloger dans les meilleures conditions. On avait également beaucoup de personnes âgées pour qui quitter ce logement, c'était un double traumatisme parce que c'était le départ vers le dernier logement. Voilà. Ah ouais. En termes de sources de financement, peut-être en complément, donc on voit que le budget est d'environ 24 millions d'euros pour les acquisitions foncières sur ce site. Donc 2 millions sont restés à la charte d'Aglopolis. Le gros, effectivement, du financement à hauteur de 20 millions à peu près, c'était du fonds Barnier. Mais on a eu également des subventionnements de la part de la région dans le cadre du contrat de plan État-région et également du département. Aujourd'hui, donc là, on a surtout eu du subventionnement pour tout ce qui était acquisition de biens bâtis. Aujourd'hui, donc les parcelles qui nous restent à acquérir, c'est plutôt des terrains non bâtis. Et là, on est plutôt sur de la mobilisation du contrat de pays, du contrat régional de solidarité territoriale. Alors, il y a peut-être un autre élément qu'il faut avoir en tête qui a complexifié cette opération, c'est qu'on est sur un périmètre où la présence des gens du voyage est très forte. Les gens du voyage ont une relation au foncier et à l'immobilier différente des autres habitants. Et ça n'a pas simplifié les choses. Voilà.
C'est un élément particulier, puisque le long de la Loire comme le long du Cher, on est vraiment sur des axes de circulation très importants des gens du voyage et que nous avons en plus une population en voie potentielle de sédentarisation. Et justement, il y a une question là d'une personne qui nous demandait si les habitants qui sont partis du site, avec le recul, comment ils voient ce... On a quasiment plus de contact. D'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai employé l'expression du travail de deuil. Ouais. Voilà, je crois que c'est quelque chose dont ils n'ont plus trop envie d'entendre parler parce que ça a été très violent. Et puis, j'allais dire, comme je l'ai évoqué, il y avait une population assez âgée, puisque j'ai évoqué la période de reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a aussi tout simplement des gens qui sont décédés. On n'est pas du tout avec la même structure démographique que dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, vous disiez que vous étiez très mobilisés, les élus, les services. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs? J'imagine que l'État a participé à ce projet, parce que dans la durée, voilà. Oui, mais autant l'État a été moteur au début pour convaincre les élus de prendre la responsabilité et de porter la ZAD, autant l'État a été mobilisé via le fonds Barnier. Dans la conduite du projet, non, les services de l'État n'ont pas été très présents. Mais c'est pas un reproche, voilà. Oui. Les élus s'étaient emparés du dossier et donc on s'en est emparé. Alors les services techniques de l'État ont été un petit peu associés quand même dans le cadre de l'élaboration du projet, mais c'était aussi pour essayer d'avoir un rôle peut-être facilitateur de l'État dans la mise en place ensuite du projet, puisqu'on a beaucoup de procédures à mettre en œuvre. Et puis, quand on a travaillé sur l'élaboration du projet d'aménagement, c'était au même moment que la révision du plan de prévention du risque inondation. Donc, on a essayé de travailler avec les services de l'État pour essayer de pouvoir faire des choses malgré tout sur ce site qui est en zone inondable, qui est très contraint et pour lequel le PPRI initialement ne permettait même pas de planter un arbre. À force de discussion autour du projet et d'association des services de l'État, on a réussi à obtenir un petit peu plus de souplesse peut-être pour ce qui est de la végétalisation, en tout cas, bien sûr, pas de la constructibilité du site, mais ce qui est déjà une bonne chose. Tout à l'heure, dans la présentation antérieure à notre intervention, vous avez rappelé la nécessité d'une approche systémique. Alors voilà, c'est une évidence, c'est-à-dire que l'opération de désurbanisation de la Bouillie, elle s'inscrit dans un cadre réglementaire marqué par le PPRI, Vanessa vient d'en parler, le plan paysage, même s'il n'a pas, lui, de valeur réglementaire, la prise de compétences chez MAPI, notre PLUI, le SCOT. Donc voilà, là encore, nécessité d'avoir une approche globale et de bien articuler l'ensemble des plans et documents auxquels nous avons la responsabilité, sur lesquels nous avons la responsabilité. C'est un trait, je ne veux pas, j'allais dire, démoraliser les auditeurs, mais c'est un très gros travail, très lourd, et s'il n'y a pas un portage politique majeur, eh ben ça se fait pas. Et quand je dis un portage politique majeur, ça veut dire que l'exécutif doit être en première ligne. Si c'est un projet communal, le maire doit être en première ligne et pas dire c'est technique, je délègue un adjoint. Si c'est à l'échelle intercommunale, le président de l'EPCI doit être en première ligne et pas se dire là il y a un vice-président qui va suivre. Bien sûr, il faut associer son équipe. Mais vraiment, je le dis, si l'exécutif, maire ou président, ne se bat pas, ne mouille pas la chemise, à un moment donné, ça dérapera. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. Le fil rouge de ce projet qui dure depuis 20 ans, c'est quand même le portage politique fort qui a été dans la durée. Juste, est-ce que vous pourriez, avec le recul de ce projet, mais même si vous êtes encore dedans pleinement, puisque maintenant vous allez aménager, qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à gérer dans ce type de projet d'adaptation? C'est la durée. C'est d'être exigeant sur la durée. Et vous voyez, rétrospectivement, le plan paysage nous a énormément aidés.
Parce que le glacis, parce qu'on dit la bouillie, mais c'est le glacis de la bouillie, c'est un petit espace. Et le plan paysage, avec le projet de PANU, voilà, nous permet d'avoir une vision globale. Et l'aménagement d'une ville, d'une agglomération, c'est aussi, j'allais dire, un petit peu un puzzle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous posez une pièce ici, vous en posez ici. Puis si vous avez la vision à moyen ou à long terme, à un moment donné, tout fait sens. Et cette opération de la bouillie, pour moi, elle s'inscrit dans une opération plus large parce que en amont de ce site, nous avons un endroit qui était destiné au tourisme qui s'appelle le lac de Loire, que nous sommes en train de retraiter. Nous sommes en train de réaliser avec le conseil départemental une passerelle cycliste-piéton, toujours un petit peu en amont. Et puis, en aval, il y a l'opération de la bouillie. Et en réalité, maintenant, tout fait sens et c'est bien une réécriture de toute la rive sud de la Loire sur une quinzaine de kilomètres. Parce qu'on est sur un axe touristique majeur, on est sur l'axe Chambord, Blois, Chaumont et côté est-ouest, on est sur l'axe touristique Cheverny-Blois. Donc, il y a une opération qui est destinée aux habitants, hein, évidemment, mais c'est aussi une opération qui s'inscrit dans notre politique touristique parce que, voilà, on est au cœur des circuits Château de la Loire. Juste par rapport aux agriculteurs, il y a des questions par rapport à ça. Comment ils ont vu ce projet par rapport au fait aussi qu'on considère que cette zone pourra avoir des crues? Comment vous avez géré Les agriculteurs, vous avez dit? Oui, les agriculteurs, oui. Non, il y avait pas d'agriculteurs sur la partie bouillie. Plus au sud, sur le réaménagement, on a essentiellement du maraîchage. Voilà. Et donc, l'idée du traitement, voilà, vous voyez les images que Vanessa projette, l'idée d'avoir un traitement qualitatif mais léger va très bien au maraîcher. Voilà. Alors, maraîchage et pâturage. Je reviens sur la grande carte, du coup. Dans le cadre de l'étude préopérationnelle qui a été menée, effectivement, il y avait ce volet agricole. Ce qui était intéressant, c'est que le bureau d'études qu'on a recruté, c'était associé avec un bureau d'études en conseil agricole qui a pu mener donc un diagnostic du site et notamment nous conseiller sur l'implantation possible d'activités agricoles, quel type d'activité, à quel endroit sur le site. Donc effectivement sur la zone principale, comme l'a dit Monsieur De Ruel, là on est vraiment dans l'entrée du déversoir et la zone qui est la plus inondable. Sur tout ce secteur-là, le bureau d'études nous a bien démontré qu'il n'était pas possible d'installer des maraîchers. On n'a pas la possibilité de construire des constructions pour stocker du matériel, des cultures. Et puis, le risque de la perte de culture également. Donc, ce qui a été plutôt retenu comme orientation, c'est plutôt du développement de pâturage et de prairies de fauche. Donc, on a déjà une action qui est menée sur l'agglomération qui s'appelle Pasto-Loire. Donc, on va plutôt effectivement décliner cet aspect-là sur ce secteur-là. Et puis, donc, notre secteur d'études était élargi et donc effectivement comprenait une partie située derrière la digue, puisque là, on a en fait le quartier Vienne dont vous parlez qui est ici et qui est encerclé par une digue. Et à l'intérieur donc de ce quartier endigué, on a une coulée verte qui est en cours de réalisation avec le développement d'un secteur de maraîchage où là, effectivement, ça s'y prête plus puisque on est derrière la digue et les cultures seront protégées. Alors, juste une dernière question, est-ce qu'il y a des associations environnementales et agricoles, enfin voilà, des associations qui vous ont soutenu dans ce projet? On a mené en 2021 une grande consultation citoyenne autour du projet. Et dans ce cadre-là, on a associé un certain nombre d'associations. Donc effectivement, il y a eu plusieurs associations environnementales qui sont très, très motivées par ce projet et qui effectivement nous ont donné des conseils et surtout se sont prépositionnés, un peu j'ai envie de dire, pour la suite
des aménagements et pour voir comment développer après plus l'animation du site, autour de la connaissance de la biodiversité, etc. Peut-être pour bien comprendre la complexité et l'emboîtement des échelles, hein, pour avoir, comme disent les géographes, une approche interscalaire. Sur cette image, on va vous montrer, hein, Vanessa, la partie qui a été désurbanisée, qui est une petite partie. Voilà, la partie désurbanisée, ce qu'on appelle le glacis, c'est assez restreint, alors que tout l'enjeu de réaménagement, c'est le fameux déversoir de la Loire en cas de crue centenale. Et donc, ce qui était important, c'était de dire, on désurbanise, parce que là, il y a un risque majeur pour tout le quartier de Vienne, hein, qu'on aperçoit sur la carte, avec ses 4 à 5 000 habitants. Mais derrière, il ne s'agissait pas simplement de désurbaniser, mais il s'agissait d'aménager différemment la ville à la croisée de 3 communes. Donc c'est vrai que la ZAD, elle représente environ 50 hectares, et là, le PANU porte sur 350 hectares. Je vous remercie beaucoup d'avoir été disponible pour les Girondins. Puis on va suivre évidemment le projet parce qu'il n'est pas fini. Il est en sa phase de milieu. Maintenant, il y a tout l'aménagement qui va être nécessaire. Donc, merci beaucoup. Et puis, on va passer. Au revoir. Au revoir.